Supposons juste qu'un médiéval arrive dans le monde moderne aujourd'hui. Issu d'une époque de chevaliers, châteaux, moines et abbayes, il percevrait notre monde du XXIe siècle comme totalement étranger au leur. Beaucoup de choses que nous trouvons acceptables horrifieraient une personne du Moyen-Âge. Amenons quelqu'un du XIVe siècle dans le futur et voyons notre monde à travers ses yeux. Un monde où il trouverait beaucoup de nos comportements tout simplement pas appropriés. Il serait plus simple d'ignorer les différences évidentes de commodité et de technologie moderne, comme le chauffage, les avions et les smartphones, lors d'une rencontre avec un voyageur du temps médiéval, et de se concentrer sur les attentes sociales divergentes. Malgré nos différences vestimentaires, alimentaires, de taille et de longévité, nous partageons encore beaucoup avec notre ami féodal. Et bien que notre visiteur médiéval remarquera certainement nos lois inhabituelles et nos langues étranges, ce seront probablement les libertés dont nous jouissons aujourd'hui dans le monde moderne qu'ils trouveront les plus déconcertantes. Bienvenue à la folie médiévale. Vous êtes-vous déjà demandé si vous descendiez d'un roi anglo-saxon ou peut-être d'un noble normand ? Les liens familiaux étaient la colle qui maintenait la société médiévale unie, et savoir de qui vous étiez le fils ou la fille était vital. Imaginez pouvoir remonter des siècles en arrière avec ce savoir. Pour cette vidéo, nous collaborons avec MyHeritage, le leader dans la recherche d'histoire familiale. Nous avons peut-être la technologie pour faciliter les choses de nos jours, mais le désir de savoir d'où viennent vos parents, grands-parents et plus est aussi vieux que le monde. MyHeritage est un service formidable qui vous aide à retracer votre famille à travers le temps sans avoir à fouiller dans de vieilles archives poussiéreuses. Vous pouvez utiliser les découvertes instantanées pour ajouter facilement de nouvelles informations. Pour trouver des personnes ou des photos potentiellement liées à votre arbre généalogique, cliquez simplement sur l'onglet Découvertes en haut de votre page. Ensuite, vos sauvegardes, vous pouvez simplement les ajouter à votre arbre. Ils ont même une fonctionnalité qui peut coloriser ces vieilles photos de vos arrière-grands-parents afin que vous puissiez les voir en Technicolor glorieux. Il peut également améliorer les images et même animer d'anciennes photos de famille. Je suis nul pour me souvenir des dates et des chiffres, mais pouvoir rechercher ma famille par année approximative sans avoir toutes les infos m'a permis de construire mon arbre généalogique. Si vous voulez savoir si vous ressemblez plus à Ragnar Shaggy Britches ou à Guillaume d'Orange, profitez d'un essai gratuit de 14 jours pour découvrir toutes les fonctionnalités de MyHeritage, dont Smart Match, Instant Discoveries et bien plus. Utilisez notre lien pour un essai gratuit et 50% de réduction sur l'abonnement. Tirez la mèche de cheveux. Au Moyen-Âge, les femmes portant des vêtements masculins tels que pantalons ou shorts étaient jugées indécentes et immorales. Les femmes n'étaient même pas autorisées à montrer leurs bras ou leurs jambes nues en public. Le port d'un tablier était un signe de respectabilité, et la plupart des femmes en portaient un spécial pour aller à l'église le dimanche, teint en bleu avec une plante appelée guède. Les mots « un tablier » étaient à l'origine un apron, signifiant un petit type de serviette portée lors des repas à table pour éviter que la nourriture ne se renverse sur les vêtements. Avec le temps, la lettre N a été transférée d'un mot à l'autre. Cela s'est également produit avec les noranges et les arbres de Nook. Tous portaient un couvre-chef et les hommes devaient enlever leur chapeau et se mettre de côté en croisant leurs supérieurs dans la rue, un geste appelé « faire la révérence ». Chacun avait une place dans la vie et était censé rester obéissant et connaître sa place. Il y avait des règles à respecter lors des interactions avec les autres. Au XIVe siècle, des lois somptuaires ont été instaurées à la demande des nobles qui étaient agacés par la nouvelle classe de marchands portant des vêtements coûteux. Les classes inférieures semblaient considérer les autres comme socialement supérieurs et les traiter avec grande courtoisie. Comment un paysan distinguerait-il les aristocrates des marchands prétentieux alors que tous portaient soie, velours et fourrure ? Dans le Londres du XIVe siècle, il est devenu loi que, je cite, « aucune femme ordinaire ne devrait aller au marché ou sortir de sa maison avec une capuche fourrée autrement qu'avec de la peau d'agneau ou de lapin, sous peine de perdre ses capuches au shérif à l'exception de ces dames qui portent des capes de fourrure. » Parce que les vendeuses, les nourrices et autres servantes et femmes légères se croient meilleures qu'elles avec des capuches fourrées d'hermine et de menu vert comme des dames de qualité. Ce sont le genre de restrictions mises en place pour essayer d'empêcher les gens de parader avec leurs vêtements chics comme s'ils étaient de classe supérieure. En réalité, chacun devait s'habiller selon sa condition sociale afin de maintenir l'ordre établi. À Londres, les prostituées doivent porter des capuchons jaunes, mais pas de tablier, conformément aux réglementations municipales. On s'attend à ce que le clergé, tant les moines que les nonnes, portent leurs habits religieux traditionnels.
Même les lépreux devaient porter des capes et porter des cloches pour s'identifier. Au Moyen-Âge, les vêtements reflétaient le statut social. Imaginez comment ils nous percevraient, sans nos chapeaux et tabliers, des gens ordinaires qui languent, qui travaillent en se promenant dans nos étiquettes de créateurs, se bousculant à l'heure de pointe et se cognant les uns contre les autres dans des magasins bondés sans même une excuse. Le gouffre des genres. Un voyageur temporel médiéval serait sans doute horrifié par les libertés des femmes d'aujourd'hui. Pour eux, l'Église et ses enseignements dominaient tout. Ainsi, le fait que, comme le décrit Chaucer, la Bible était, je cite, « un texte dans lequel nous trouvons que la femme était la ruine de l'humanité », allait toujours être problématique. Et les femmes médiévales étaient blâmées pour les faiblesses physiques, intellectuelles et morales de la société. Les hommes médiévaux ne semblaient pas pouvoir dépasser Ève, persuadant Adam de croquer la pomme interdite, causant la chute de l'humanité. Au Moyen-Âge tardif, les femmes subissaient de fortes pressions pour le mariage. Elles étaient généralement décrites par leur statut marital, non parce qu'elles faisaient, et être une femme célibataire devenait moins attrayant. Le sexe hors mariage étant considéré comme un péché, les femmes indépendantes étaient souvent regardées avec méfiance. Un historien a noté que, je cite, « Dans l'Europe médiévale, avec sa classification stricte des femmes en vierges, épouses et veuves, toute femme qui ne rentrait pas dans l'une de ces trois catégories risquait d'être assimilée aux membres du seul groupe identifiable, et démunies qui ne correspondaient pas, les prostituées. Comme la patriarcat établi, essayait de prendre le contrôle de la situation parce qu'une femme indépendante était vue comme une menace à la fois financière et symbolique, à tel point que les femmes célibataires fortes et en bonne santé de moins de 50 ans étaient interdites de louer une maison ou des chambres mais devaient entrer en service. Et les femmes à la mauvaise réputation devaient être expulsées par leurs propriétaires. Notre voyageur non éclairé serait surpris de voir une femme faire quelque chose d'aussi normal qu'assister à un enterrement, car cela n'arriverait jamais au Moyen-Âge. En fait, il serait choqué de voir un enterrement se dérouler en plein jour, car un service médiéval avait lieu la nuit avec seulement des hommes présents. Et sans morgue ni installation de stockage pour les corps, les funérailles avaient lieu très rapidement, généralement dans un jour ou deux après le décès. Comme il n'y avait pas de téléphone ou d'internet pour que les amis et les proches soient rapidement informés du décès d'un être cher, un service commémoratif d'1 mois serait organisé au moins 4 semaines après le décès, afin que la famille du défunt puisse avoir le temps de voyager et de rendre hommage. Puis plus tard, un festin d'1 an serait organisé pour marquer le premier anniversaire du deuil. Comme le sexe n'est destiné qu'à la procréation au sein du mariage, malheur à toute femme célibataire qui se retrouve enceinte. Les parents non mariés risquaient d'être punis pour le crime de fornication et c'était souvent la femme qui recevait une punition plus sévère. Rejetée par son entourage, elle devrait s'éloigner et s'installer dans une région où elle pourrait prétendre être veuve. Ainsi, elle préserverait son honneur et éviterait à son enfant la stigmatisation d'être un bâtard. De nombreuses femmes confrontées à la pauvreté et à la honte d'avoir un enfant hors mariage estimaient qu'abandonner leur progéniture était leur seul choix. Imaginez le scandale de notre voyageur désuet face aux nombreux couples vivant ensemble sans mariage, certains ayant même choisi délibérément d'élever une famille ainsi. Notre manière de mener nos relations intimes serait jugée indécente pour un médiéval. L'Église façonnait les attitudes envers le sexe, qui étaient centrées sur la reproduction. Le sexe devrait être entre un couple marié dans la position du missionnaire et toutes les autres intimités étaient considérées comme de la sodomie et considérées comme lubriques et pécheresses. L'homosexualité était courante au Moyen-Âge, mais elle s'opposait totalement aux enseignements de l'Église. Beaucoup de termes actuels pour la sexualité, comme homo, hétéro ou bi, n'existaient pas au Moyen-Âge. Le sexe était un sujet tabou à l'époque et toute démonstration publique d'affection, que ce soit par des couples hétérosexuels ou homosexuels, serait considérée comme déconcertante. Pouvoir et autorité biblique. Pour tout voyageur temporel médiéval arrivant en Europe du XXIe siècle, le fait que l'Église ne soit pas impliquée dans tous les aspects de nos vies sera un choc total. Au Moyen-Âge, manquer la messe du dimanche était une grave offense qui menait le coupable devant un tribunal ecclésiastique pour être condamné à une amende. Pour de nombreux Européens de nos jours, la religion n'est plus une priorité. En 2000, 16% d'entre eux ont déclaré être non-croyants et 7% athées. Si notre voyageur médiéval dans le temps avait atterri en Grande-Bretagne, il aurait constaté qu'en 2015, plus de 30% de la population se considérait comme non religieuse. Il serait très inquiet pour nos âmes. S'ils allaient à l'église, ils seraient étonnés de voir que le service n'était pas totalement en latin.
Pour un médiéval, écrire ou posséder des œuvres en anglais était considéré hérétique. L'Église croyait que les hommes communs ne pouvaient pas comprendre et ne devraient donc même pas essayer de comprendre la parole de Dieu. Seul un prêtre pouvait le faire et expliquer le sens à un laïc. Au Moyen-Âge, le dimanche était le jour du Seigneur, un jour de repos complet pour contempler Dieu et toutes les questions spirituelles. Le dimanche était un jour si important que l'Église avait fait du samedi une demi-journée juste pour que tout le monde puisse se préparer correctement pour le sabbat. Les samedis après-midi étaient dédiés à préparer les repas, faire le pain, collecter l'eau et couper du bois pour vivre le dimanche avec un minimum d'effort. Combien trouverait-il inapproprié de nous voir vaquer à nos occupations quotidiennes un dimanche, tout comme nous le faisons tous les autres jours de la semaine? Sortir s'amuser au cinéma, au bowling ou faire du shopping dans nos parcs commerciaux. Tout le monde à l'époque médiévale allait à l'église dans ses vêtements les plus précieux, donc se pointer en jogging ne va vraiment pas le faire. Pour préserver leurs plus beaux vêtements du dimanche, les médiévaux les accrochaient dans la zone des toilettes afin d'éviter qu'ils ne soient attaqués par les mites. On croyait que tous les insectes éviteraient l'odeur d'une toilette qui ne se rince pas. C'est peut-être de là que vient le mot pour désigner des toilettes intérieures, garde-robe, ce que nous appelons maintenant une garde-robe. Un endroit où les vêtements ou les robes sont gardés ou protégés. Aujourd'hui, les gens se promènent souvent en disant l'expression « Oh mon Dieu » sans y réfléchir à 2 fois. Notre visiteur médiéval serait horrifié par cela, car le blasphème, l'acte de parler de Dieu ou de la religion de manière sacrilège, était un crime grave au Moyen-Âge. Pour des transgressions plus petites comme prendre le nom du Seigneur en vain, une amende ou une peine de prison pourrait suffire, mais pour des infractions plus graves, les conséquences pourraient être fatales avec la mort par pendaison ou le bûcher utilisé comme punition. À l'origine, l'hérésie était un délit du droit canon, les règlements de l'Église catholique. En 1378, le pape Grégoire XI a ordonné que des punitions soient infligées à John Wycliffe et à ses disciples connus sous le nom de Lollards. Leurs demandes de réforme du christianisme occidental et leurs critiques de l'Église catholique romaine ont été condamnées comme hérétiques. Selon le droit canonique de l'époque, l'excommunication était la seule véritable punition que les évêques pouvaient infliger. Insatisfait, le clergé anglais a réclamé des lois plus strictes et en 1400 des pouvoirs supplémentaires ont été octroyés sous le roi Henri IV. Cela a permis l'arrestation et l'emprisonnement de tous les prédicateurs, maîtres d'école et propriétaires et écrivains de livres jugés hérétiques. Si le détenu refusait d'abandonner ses croyances, il serait livré à l'État et brûlé publiquement en guise d'avertissement pour les autres. Il existe une longue liste de ceux qui ont été exécutés en Europe catholique romaine au cours du XVe et du début du XVIe siècle, y compris Jeanne d'Arc et les Templiers. Un médiéval serait choqué de découvrir nos lois sur les droits de l'homme au Royaume-Uni, qui protègent la liberté religieuse et le droit de détenir des opinions, de recevoir et transmettre des informations et des idées sans ingérence de l'autorité publique. Lorsqu'un voyageur temporel médiéval nous rend visite, rappelons-nous que ce qui est considéré comme la norme à un endroit ou à une époque n'est pas forcément normal ailleurs ou à une autre période. Peut-être est-il approprié de terminer sur une citation du roman Le Messager de Leslie Pauls Hardley « Le passé est un pays étranger ». Ils font les choses différemment là-bas. Merci d'avoir regardé cet épisode de Medieval Madness. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Santé!